Le premier secret, ou la première chose dont nous allons parler, c'est que votre CV est une offre commerciale. Ça mérite d'être approfondi. Bien sûr, dans le message que vous avez reçu, on a parlé d'entretien d'embauche, mais avant d'être convoqué pour un entretien d'embauche, il faut d'abord envoyer le CV. Et donc, littéralement, le CV, c'est une offre commerciale. Pourquoi nous disons que le CV est une offre commerciale? Avant d'envoyer votre CV, vous avez lu une offre d'emploi. Donc, l'offre, vous l'avez lu sur un site web ou encore vous avez reçu une fiche de poste qui définit la mission du candidat. Et donc, c'est une fiche qui est spécifique aux besoins de l'entreprise. Et si vous prenez le temps de lire les fiches de poste, vous allez voir, on va peut-être dire qu'on recrute un comptable ou bien on recrute un contrôleur de gestion, on recrute un chef de service, un directeur, un ingénieur et tout. Mais les missions vont être détaillées dans la fiche de poste. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si en face, j'envoie mon CV, qui est un CV standard que j'ai préparé, je ne suis pas forcément en train de répondre de manière spécifique à l'offre d'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez la nuance. Nous tous, nous avons des CV qui sont préparés, qui sont là, qui sont disponibles. Je suis ingénieur en informatique, j'ai un CV d'ingénieur en informatique avec les missions, les différents postes que j'ai occupés. Ça, c'est mon CV standard. Mais est-ce que cela veut dire que pour postuler, c'est ce CV-là que je vais envoyer de manière systématique? La réponse est non. Parce que si je le fais, je risque de passer à côté des besoins spécifiques de l'entreprise. Et donc, quand le recruteur va passer en revue les différents CV qu'il a reçus, vous allez beau porter le titre, mais peut-être que de la façon dont vous avez décrit votre mission, ça ne correspond pas exactement aux besoins de l'entreprise. Et vous allez passer à côté de l'opportunité. L'autre élément qu'il faut garder en tête, c'est quoi? C'est qu'au même titre que ça se fait dans le commerce de manière classique, le candidat va recevoir beaucoup de CV. Donc, si je publie tout de suite que j'ai besoin d'acheter 20 ordinateurs, si je publie ça sur Internet, je vais recevoir beaucoup d'offres. C'est exactement la même chose qui se passe. Quand on publie une offre d'emploi, moi, je l'ai vu en maintes fois, on reçoit des dizaines, voire des centaines de CV. Et donc, tous les CV se ressemblent. Il faut être en mesure de sortir du lot. Et pour sortir du lot, il faut structurer le CV de sorte à ce que, même si votre titre correspond au titre de l'offre, que vous répondiez dans les détails à ce qui est demandé par rapport à la mission qui est décrite dans la fiche de poste. Donc, vous n'avez pas un CV standard que vous allez envoyer à chaque fois. Non. Le CV standard, si vous voulez, ça représente un peu votre catalogue qui est là. Si quelqu'un vous demande votre CV au pif, sans rentrer dans les détails d'une mission spécifique, vous allez lui donner ce CV-là. Mais pour postuler, à chaque fois, il faut prendre le temps de lire la fiche de poste et pouvoir adapter votre CV. Donc, dans ce cas, l'idée va être de ressortir les missions spécifiques sur lesquelles vous avez travaillé qui correspondent à ce qui est décrit au niveau de la fiche de poste pour pouvoir postuler efficacement. C'est la première chose. Si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté d'opportunités qui peuvent vous revenir. Voilà, c'est le premier élément. Alors, peut-être de petits ajouts. Hein, notre responsable des ressources humaines a demandé que je vous fasse de petits ajouts. Un petit ajout va être de bien nommer votre CV. Bien nommer votre CV. C'est-à-dire, j'ai reçu des CV, c'est marqué CV1, CV2, CV3. Non. Si c'est le CV de Carlos Aïbor, je mettrai CV Carlos Aïbor. Si je m'appelle Mamadou Diop, je mettrai CV Mamadou Diop au lieu de CV1, CV2, CV3. Pourquoi? Alors, c'est important parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour une offre d'emploi donnée, le recruteur peut recevoir des dizaines, voire des centaines de CV. Pardon. Imaginez qu'en regardant les CV, il s'est rendu compte qu'il y a
un aspect qui était intéressant dans votre CV, par exemple, et qu'après, il recherche votre CV, mais il ne le retrouve pas. Il se souvient du nom, mais pour une raison ou pour une autre, il ne retrouve pas votre CV. Si vous ne le nommez pas efficacement, si vous le nommez comme tout le monde le fait, CV1, CV2, CV3, vous allez passer à côté d'opportunités intéressantes. Donc, ça, c'est la première chose. On va aller vite. Deuxième élément, c'est que votre entretien d'embauche démarre avant votre arrivée dans la salle d'interview. C'est pas quand vous êtes assis en face du jury que votre entretien d'embauche commence. Non. Moi, je vous dis une chose que personnellement, j'ai l'habitude de faire, c'est que je demande à chaque fois comment les candidats ont répondu lorsque vous les avez convoqués, lorsque vous les avez appelés pour qu'ils viennent à l'entretien d'embauche. Comment vous avez senti leur voix? Quel était leur enthousiasme au téléphone? Est-ce qu'ils se rappellent même de l'entreprise au téléphone? Et ça, c'est un point important. Il y a beaucoup de candidats, quand on les appelle, ils sont largués. C'est Kelly Group qui vous convoque pour une interview. On dit bonjour, je suis avec Monsieur X. Oui. Alors, vous êtes convoqué pour une interview au niveau de l'entreprise Kelly Group. Et puis, il y a des gens qui sont évasifs. Ah ouais? Kelly Group, c'est pour quel poste? Non. Vous avez postulé à des offres. C'est votre responsabilité de garder à l'esprit que vous devez savoir que vous avez postulé dans les entreprises X, Y, Z pour des postes X, Y, Z. C'est capital. Si vous ne vous rappelez pas tout de suite au téléphone, au minimum, faites semblant de comprendre. Parce que ce que les recruteurs détestent, c'est quoi? Aucun recruteur ne veut recruter un candidat qui passe son temps à postuler dans n'importe quelle entreprise. Ça porte un nom, hein? C'est des candidats qui postulent en série. Il y a des gens, dès qu'ils voient une offre d'emploi qui est dans leur domaine d'activité, ils envoient leur CV sans prendre le temps de lire, sans même noter, documenter quelque part que j'ai postulé pour l'entreprise X, j'ai postulé pour l'entreprise Y. Et donc, quand on les appelle, ils sont évasifs. Quand on vous appelle, nous, à notre niveau, quand ça commence comme ça fait des points en moins durant l'interview. Tout de suite, ça veut dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Vous ne prenez pas le temps d'être sûr, vous n'êtes pas organisé. C'est ce que ça veut dire. Donc, prenez le temps de savoir où vous avez, à quelle entreprise vous avez envoyé votre CV, pour quel poste. Gardez ces éléments-là à l'esprit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion. C'est important. C'est important de savoir dans quelle entreprise vous avez postulé. Parce que le recrutement ou bien la recherche d'emploi, c'est un projet. Il faut le conduire comme étant un projet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà, je regarde sur le marketplace quelles sont les entreprises qui m'intéressent, moi, le candidat, parce que je n'ai pas non plus envie d'aller travailler pour n'importe quelle entreprise. Donc, quelles sont les entreprises qui m'intéressent? Ce n'est pas toutes les entreprises qui m'intéressent. Et quand je postule au sein d'une entreprise, je dois documenter cela parce que je dois faire un suivi pour cette candidature-là. Et donc, c'est quelque chose qui doit être minutieux. Et quand le recruteur constate que c'est un candidat qui gère de manière minutieuse sa recherche d'emploi, cela veut dire que c'est quelqu'un qui peut être minutieux aussi dans son travail. Donc, votre entretien d'embauche ne commence pas, l'évaluation de votre candidature ne démarre pas quand vous êtes en salle d'interview. Ça commence bien avant votre arrivée en salle d'interview. L'autre élément auquel il faut faire attention, c'est quand vous arrivez, le jour J, le jour d'une interview, vous arrivez, on vous reçoit, la secrétaire vous reçoit et tout. Moi, je pose des questions sur tous ces détails. Le candidat, est-ce qu'il était agréable? Est-ce qu'il s'est présenté correctement? Au niveau du secrétariat, parce que à compétence égale, à expérience égale, ce sont les qualités humaines qui font la différence entre deux candidats. Donc, si vous ne mettez pas en avant les qualités humaines qui sont de bonne qualité, si vous arrivez, vous parlez mal à la secrétaire parce que vous estimez qu'elle ne compte pas dans votre processus de recrutement, on ne va pas vous recruter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous n'avez pas forcément l'esprit d'équipe qu'il faut pour travailler au sein de l'organisation.
Donc, prêtez attention à ces détails. Il y a beaucoup de recruteurs qui vont se renseigner sur vous en dehors du temps, en dehors du moment où vous êtes à l'intérieur de la salle d'entretien. Donc, on poursuit. Ça, c'est le deuxième secret. Secret numéro 3. Comment lire dans la tête de votre jury? Comment savoir quelles questions votre jury va vous poser? Alors, ça, c'est un point important, hein. Je suis revenu sur ce point-là dans une formation qu'on a préparée, une formation sur 50 questions sur les entretiens d'embauche. Donc, si vous le permettez, on parlera de cette formation-là à la fin. Secret numéro 3, comment lire dans la tête de votre jury? Autrement dit, comment savoir quelles questions le jury va vous poser le jour J. Alors, tout à l'heure, au niveau du secret numéro 1, quand je parlais du CV, j'avais dit qu'il est important de faire l'adéquation CV-fiche de poste. Ça, on est d'accord. Bah, la même chose revient pour l'entretien d'embauche. Les entreprises prennent beaucoup de temps pour documenter de manière efficace les fiches de poste. Ce n'est pas pour rien. Quand moi, je recrute, à chaque fois, je prends le temps, que ce soit au sein de Kelly Group ou avec un client ou au sein de l'autre ONG, je prends le temps de bien documenter la fiche de poste. Parce que je ne veux pas recevoir n'importe quel candidat. Je veux que le candidat prenne le temps de savoir que voilà la mission, voilà les objectifs, voilà ce que je vais faire quand je serai en poste. Est-ce que le poste là m'intéresse? Et donc, je prends le temps de bien documenter. C'est ce que les entreprises font. Toutes les entreprises qui se respectent prennent le temps de préparer des fiches de poste qui détaillent les missions, qui détaillent les qualités, qui détaillent les diplômes. Donc, ça veut dire que tous ces éléments-là sont importants pour l'entreprise. Et donc, pour vous, c'est une manne d'informations. Il faut prendre le temps de bien lire la fiche de poste et à chaque élément, chaque fois que vous allez lire des aspects de la mission, il faut savoir qu'on va vous poser des questions sur ces éléments-là. Si je mets dans ma fiche de poste que la personne doit savoir utiliser tel logiciel, ça veut dire que je vais lui poser des questions sur ce logiciel. Si je dis que la personne doit avoir de la rigueur par rapport à tel aspect, je vais lui poser des questions sur ces éléments. Donc, si vous prenez toutes les fiches de poste, vous pouvez déjà identifier quelques questions qu'on va vous poser durant l'entretien d'embauche. Et c'est important, le jour de l'entretien d'embauche, de reprendre la fiche de poste, de la parcourir pour lire les questions qu'on va vous poser. Ce n'est pas les seules questions. On va vous poser d'autres questions, mais au moins les questions techniques, les questions qui sont liées au métier, on va vous les poser. Et ces questions-là se retrouvent déjà dans la fiche de poste. Ça veut dire que, littéralement, avant d'aller à l'entretien d'embauche, au moins une bonne partie des questions, vous les avez et vous vous préparez en conséquence. Donc, cet aspect-là, on est revenu là-dessus dans la formation dont je parle, mais le secret, il est là. Lire la fiche de poste avant d'aller à l'entretien d'embauche. Alors, les 3 questions difficiles. On va passer très rapidement sur ces 3 questions-là. Les 3 questions difficiles qu'on va vous poser, alors, ce n'est pas les seules 3 questions difficiles, hein, il y en a plusieurs. Mais la première question qui va être posée d'une manière générale, c'est, on va vous dire, parlez-nous de vous. Et à cette question-là, beaucoup de candidats y répondent très mal. Quand le recruteur vous dit, parlez-nous de vous, comment vous répondez? Quelle est la meilleure façon de répondre? Est-ce que quelqu'un parmi les participants veut prendre la parole et nous donner quelques exemples de la façon dont il peut répondre? Si quelqu'un veut se prêter à l'exercice, sentez-vous libre de lever la main et je vous donne la parole. Donc, ça, c'est la première question. Je vous donne les 3 questions et vous levez la main si vous avez envie d'y répondre. Je vous donnerai 1 minute pour répondre. La question sur la prétention salariale, comment y répondre? La question sur pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi devons-nous recruter et retenir votre candidature? Pourquoi vous? Comment répondre à ces 3 questions-là? Il y en a d'autres, hein? Il y a d'autres questions qui sont tout aussi difficiles, mais ces 3 questions, vous êtes presque sûr qu'on va vous les poser. Comme je l'ai dit, une offre d'emploi, c'est une demande d'achat. C'est de la vente pure et dure. Donc,
il y a toujours échange d'argent. On va vous demander combien vous comptez gagner pour le service que vous nous proposez. Cela va de soi. Donc, les 3 questions. Première question, parlez-nous de vous. Deuxième question, votre prétention salariale. Et troisième question, pourquoi devons-nous recruter et retenir votre candidature? Ou bien pourquoi vous et pas un autre? Est-ce qu'on a des gens qui lèvent la main pour y répondre? OK, on a une main qui est levée. Vous pouvez activer. Ah, on a Myriam. Honneur à la dame. Myriam, activez votre micro et donnez-nous la question à laquelle vous avez envie de répondre et répondez-y. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, je vous entends maintenant. Allez-y. D'accord. Alors moi, j'aimerais répondre à la première question plutôt. Oui. Donc, présentez-vous. Bon, pour moi, selon moi, en fait, quand en entretien d'embauche, on nous demande de nous présenter, le plus important, en fait, ce n'est pas de raconter un peu sa vie, de dire quel âge est-ce qu'on a, combien de frères et sœurs est-ce qu'on a, quels sont nos hobbies, c'est pas ça. En fait, se présenter, déjà présenter son parcours académique, son parcours professionnel, mais aussi il est important de s'attarder en fait sur les points essentiels de notre parcours professionnel qui cadre avec la fiche de poste en fait. Donc si dans notre CV on a eu une expérience dans le marketing digital et que l'offre à laquelle on est en train de postuler, ça parle justement de community management, s'attarder beaucoup plus dessus que de divaguer un petit peu. Et le recruteur, c'est ce qu'il veut savoir, quoi. Donc, parlez-nous de vous, vos expériences et de vous vendre en quelque sorte, voilà, de vous vendre. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, quand on dit parlez-nous de vous. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci Myriam, vous avez très, très bien répondu. Et vous avez donné une très bonne conclusion. En fait, parlez-nous de vous veut dire littéralement vendez-vous à nous. Aussi simple que ça. Parlez-nous de vous, c'est vendez-vous à nous. Et comme vous l'avez dit, c'est de dire les choses qui sont en adéquation avec ce qui est décrit dans la fiche de poste. Et cela veut dire que vous avez la possibilité de préparer cela avant d'aller en entretien d'embauche parce que j'ai la fiche de poste, j'ai vu les missions. Donc, quand on me dit parlez-nous de vous, je vais dire bonjour, je suis Carlos Aibon, je suis ingénieur en informatique et actuellement, je suis chef de projet et j'ai travaillé sur des projets X, Y, Z. Et maintenant, je peux rajouter un élément de qualité humaine qui n'est pas forcément une compétence technique, mais une compétence humaine en termes de travail d'équipe et autres, par exemple. Excellente réponse, Myriam. Bravo, chapeau. Hein? Alors, on donne la parole à Beyzal. Bey, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, à propos de cette question, je pense que Myriam a fait le résumé. Moi, personnellement, j'ai tendance à répondre à cette question en parlant tout simplement de mes points forts, ma personnalité, mes parcours académiques et surtout mes expériences professionnelles. M'attarder justement à toutes les qualités qui affairent à la fiche de poste du poste que je suis en train de pourvoir. C'est ça que j'ai l'habitude de faire. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou bien. C'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode. Il n'y a pas de magie. Le plus important, c'est de rester vous-même, mais surtout, encore une fois, de ramener les différents éléments que le recruteur veut avoir dans la réponse. Et ces éléments-là, c'est quoi? C'est votre formation. Est-ce que vous avez la formation qu'il faut pour le poste? Votre expérience. Est-ce que vous avez déjà fait des choses qui correspondent à ce qu'on demande dans la fiche de poste? Et puis, troisième position, est-ce que vous avez les qualités humaines qu'il faut pour pouvoir occuper efficacement le poste? Et ces qualités-là, ce ne sont pas forcément des qualités techniques, mais encore une fois, ça va être votre capacité, par exemple, à travailler sous pression, s'il y a un élément de pression qui est lié au poste, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez mettre dans votre réponse. Mais le plus important, c'est de donner une réponse dans laquelle vous allez sembler naturel et une réponse qui va être fluide. Il y a un petit élément que moi, j'ai rajouté. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçue, mais une vidéo dans laquelle j'ai donné un exemple de réponse et j'ai listé les différents éléments
qu'il faudra mettre. Il y a déjà ces 3 éléments là-dedans. Il y a un 4e élément. Je ne vous en parle pas ici, mais je vais vous inviter à regarder la vidéo ou en tout cas, je vais vous partager, comment on l'appelle, un mini-guide qu'on a préparé dans lequel on a donné des exemples de réponses aussi. Mais très sincèrement, les réponses que vous avez données là sont d'excellentes réponses. Donc, je parle de Myriam et de Beizal. Chapeau. Bravo à vous deux. Pour quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience professionnelle, quand on lui demande de parler de lui, très rapidement, je donne quand même cette précision, c'est utile. Vous avez dû faire des stages. Donc, quelles sont les choses que vous avez faites durant votre stage qui sont utiles pour le poste auquel vous postulez, par exemple, si c'est votre premier emploi? Quelles sont les autres choses que vous avez faites dans des associations et autres qui peuvent être valorisées pour le poste auquel vous postulez? Ça aussi, c'est un élément qui peut être utile. Quels sont les projets, même les projets d'école sur lesquels vous avez travaillé et que vous pouvez mentionner comme étant éléments qui vous donnent vraiment de la valeur par rapport au poste? Donc, si vous n'avez pas encore d'expérience, vous avez la possibilité de faire appel à d'autres expériences et à d'autres projets sur lesquels vous avez travaillé dans d'autres cadres, quoi. Donc, ça, c'est pour le débutant, la personne qui est à la recherche de son premier emploi ou même la personne qui est à la recherche d'un stage. Bey, tu as toujours la main levée. Tu veux répondre aux 2 autres questions, c'est ça? OK. Bah, Myriam, toujours honneur à la dame d'abord. Myriam, allez-y, activez votre micro. Oh, merci. Alors, je vais essayer de répondre à la question, quelle est votre prétention salariale? Parce que déjà, c'est une question très délicate. Parce que si vous donnez, par exemple, un montant qui est inférieur, vous allez vous dévaloriser. Si vous donnez un montant qui est très élevé, l'employeur, il va se dire, cette candidate-là, elle est trop chère pour moi, en fait. Donc, c'est très délicat de trouver le montant juste. Bon, ce que moi, je fais d'habitude, je ne sais pas si c'est la bonne technique. Alors déjà, en fait, de demander peut-être quel est le budget, on va dire, alloué à ce poste-là, de façon générale, et aussi de faire mes recherches, en fait, parce que pour ce poste, de savoir quelle est la tranche habituelle que l'on a l'habitude de payer, on va dire. Donc, une tranche de, peut-être, je dis, de 150 000 à 300 000. Et moi, en fait, ce que je fais, je ne donne pas un chiffre exact, je donne justement une tranche de ce montant-là et je laisse comprendre aux recruteurs que, voilà, au vu des recherches que j'ai eu à faire, j'ai vu voilà, combien on paye sur ce poste et au vu aussi de la charge de la fiche de poste, des tâches qui me seront incombées, tout ça. Mais que aussi, je suis ouverte à la discussion et que, voilà, mon salaire peut être évolutif. Donc, pour ne pas fermer la porte, quoi, pour ne pas leur faire peur. Donc, en gros, c'est comme ça que moi, je réponds. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de répondre. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse aussi. Allez, Beizal, vous voulez répondre aussi? Oui, c'est une question qui me semble embarrassante en plein entretien et que moi, j'ai toujours fui, que je me suis toujours montré évasif. Je n'ai jamais même accepté de donner une fourchette de somme. J'ai toujours attendu qu'on me fasse l'offre d'abord pour pouvoir négocier le salaire. Mais si on me pose la question en plein entretien, surtout en phase finale de l'entretien, j'ai tendance à me référer à leur grille salariale en attendant qu'on me fasse une offre pour pouvoir après faire la négociation. Ce que j'ai tendance à faire, je ne sais pas si c'est OK ou pas, mais c'est l'habitude de tous les entretiens que j'ai faits, c'est ça que j'ai adapté. Excellent, excellent. Alors, tous les deux, je pense que vous avez de très bonnes techniques, hein. Il n'y a pas de technique parfaite. Maintenant, il y a des techniques chaque technique va avoir ses avantages et ses inconvénients. Bien naturellement, si vous donnez un montant qui est en deçà du budget, si le recruteur se rend compte que vous êtes la bonne personne, ils vont vous recruter pour le montant que vous avez donné, d'une manière générale. Si le poste est à 1 million et vous demandez 800 000 ou bien vous demandez 700 000 ou même vous demandez 500 000 alors que vous avez un CV en béton, on va vous recruter pour 500 000. Et ça laisse une marge pour pouvoir vous augmenter le jour où vous allez dire « Ah, je suis fâché,
On va dire non, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous êtes fâché? Allez, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez dire, je veux une augmentation. On vous demande de combien? Ah, vous allez progresser. Alors que le budget initialement prévu était beaucoup plus costaud. Donc, il y a ce problème qui peut se poser. Mais comme l'a dit Myriam, c'est important de faire des recherches sur le poste. Combien on paye pour ce poste-là dans le type d'entreprise à laquelle vous postulez et pour la charge de travail qu'on va vous demander. C'est important de faire des recherches. Si, par exemple, il s'agit d'une ONG, combien les ONG payent pour ce type de poste? Au moins, ayez quelque chose à l'esprit avant d'aller, si vous avez bien sûr envie de donner un montant. Si c'est une entreprise commerciale pure et dure, les entreprises commerciales, en général, même si elles ont un budget, on va généralement vous recruter par rapport à ce que vous demandez. Il y a beaucoup d'ONG ou même certaines agences des Nations Unies, même si vous donnez un montant qui est inférieur, ils vont vous recruter pour ce qui est budgétisé. Parce que très souvent, on va vous recruter sur un projet. Et donc, si on vous recrute sur un projet, ça veut dire que le projet, il a déjà budgétisé votre montant. Et parfois, si c'est sur un projet, il faut dépenser ce qui est prévu dans le cadre du projet. Donc, on ne va pas vous payer moins que ce qui est prévu, même si vous avez demandé moins. Ça arrive. Et il arrive aussi régulièrement qu'on vous paye vraiment moins, quoi, parce que vous avez demandé moins. Donc, c'est une bonne technique de dire, si vous avez une grille salariale, faites-moi une proposition, je vais analyser. C'est une bonne technique. Il y a des gens qui vont exiger que vous donniez un montant. Dans ce cas, la technique de Myriam, elle est efficace. Faites des recherches et essayez de donner vraiment la fourchette supérieure. Ne donnez pas une fourchette trop basse parce que, encore une fois, si moi, vous me dites entre 500 et 700 000, c'est bon, je vais vous proposer 500 000. Quand vous dites entre 500 et 700, j'entends 500. 700, je n'ai pas entendu. Je ferme les oreilles. Donc, c'est capital de quelle est la fourchette supérieure et négocier à partir de la partie supérieure de la fourchette. Et puis, voilà, il peut y avoir d'autres choses qui vont intervenir dans la négociation du salaire. On ne peut pas tout aborder ici. Par exemple, si vous reprenez, c'est-à-dire vous êtes au chômage carrément et vous reprenez, vous pouvez avoir certaines contraintes en termes de votre négociation. L'autre chose, si vous êtes en poste au moment où vous faites la négociation, une technique aussi va être de dire aujourd'hui, dans mon poste, on me paye 1 million. Donc, si vous me proposez 1 200 000 ou 1 300 000, par exemple, ça me permettra de, voilà, je suis OK pour quitter mon poste et venir chez vous. Bien sûr, il ne faut pas le dire de sorte à paraître un peu comme un chasseur de primes. Non, 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 non. Mais vous pouvez user de transparence en disant que dans mon poste actuel, je suis payé à 1 million, je suis payé à 2 millions. Donc, si vous me proposez un surplus de temps, je viens chez vous. OK. Dernière question, c'est pourquoi vous et pas un autre? Ou bien pourquoi devons-nous retenir votre candidature? Comment vous y répondez? Ce n'est pas forcément une question très courante, mais c'est une question difficile. Moi, je la pose. Si jamais on se retrouve pour un entretien d'embauche, je vais vous la poser. OK, je vous donne quelques pistes. Vous allez réfléchir. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais vous partager la vidéo aussi. Alors, la question de pourquoi vous et pas un autre, c'est pour le recruteur, c'est aussi de savoir comment vous vous vendez. C'est vrai qu'en vous posant la question de, comment on l'appelle, de vous présenter, non, parlez-nous de vous. C'est une occasion pour vous de vous vendre. Mais si on vous dit pourquoi est-ce qu'on doit retenir votre candidature, il faut juste revenir sur vos qualités qui sont en adéquation avec le poste. Alors, Keira Gracia a levé la main. Allez-y, prenez la parole, 1 minute. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tout le monde m'entend, oui. Alors, moi, pour répondre à cette question, généralement, donc, vous me direz, aussi comme tout le monde, si c'est la bonne façon ou pas. Moi, généralement, en répondant à cette question, je fais preuve d'une certaine assurance, mais même si de manière
dans la vie de tous les jours, peut-être que je ne le suis pas, mais en répondant à cette question, je me mets particulièrement une assurance, mais notoire. Donc, je regarde le recruteur dans les yeux et je lui dis, je suis la bonne personne pour ce poste parce que mon expérience de tant d'années fait que par rapport au cahier, à la fiche au cahier de charge, voilà, j'ai eu à faire ceci, cela. J'ai tant d'années d'expérience par rapport à ça. J'ai mené des missions concernant ça. Donc, dans tout ce que vous avez cité dans le cahier de poste, je réponds parfaitement et absolument à tout ce que vous demandez. Donc, je suis la personne idéale. C'est la bonne technique. C'est la bonne voilà, technique. maintenant, je ne sais pas si parfois ça peut paraître hautain, ça peut paraître, voilà. Mais moi, généralement, c'est comme ça que je fais, je double mon assurance à cette question. C'est véritablement la bonne technique, c'est vraiment la bonne façon de le faire. Oui. C'est une discussion. Donc, une phrase qui peut paraître hautaine peut ne pas l'être en fonction de comment elle a été dite. On est d'accord? Allez, il faut qu'on finisse avant midi parce que j'ai un autre travail tout de suite. Alors, secret numéro 5, la gratitude paye. Qu'est-ce qu'on veut dire par la gratitude paye? Vous avez fait un entretien, une interview et tout. À la fin de l'interview, c'est capital, une fois chez vous, d'envoyer un email de remerciement. Pour dire que oui, vous m'avez convoqué pour l'entretien. Merci encore une fois pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Merci pour tous les échanges que nous avons eus, etc. Et je reste à l'écoute par rapport à la suite du post. Et voilà. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez en profiter pour les poser dans ce message. Ce message, c'est capital de l'envoyer. Question. Qui ici a envoyé un email de remerciement après son dernier entretien d'embauche? Mettez oui juste dans la discussion. Si vous l'avez fait dernièrement, mettez oui. Et si vous ne l'avez pas fait aussi, mettez non. On est là pour apprendre. On apprend à bien faire les choses. Allez. Oui, non. Poursuivez. Les autres. OK, non. Oui, prenez l'habitude de le faire parce qu'il arrive régulièrement que la personne qu'on a retenue, si par exemple, ce n'est pas vous qui êtes passé premier durant l'entretien d'embauche, on veut prendre le deuxième. Le simple fait d'envoyer un email sympathique, un email dans lequel vous avez manifesté de la gratitude peut vous remonter en deuxième position. C'est-à-dire, nous, on est en train de faire des recrutements. Je ne peux malheureusement pas donner beaucoup de détails là-dessus. Ce n'est pas au niveau de Kelly Group, mais ce n'est même pas au Sénégal. Hein, des recrutements pour des postes intéressants, des postes importants. Mais il est arrivé que le candidat qui est arrivé en premier désiste. Et quand il désiste, on va prendre le deuxième ou on va prendre la personne maintenant qui a fait bonne impression, mais qui a gardé la relation. Donc, c'est capital de manifester cette gratitude-là. La gratitude paye toujours. Allez, Gracia, vous avez 1 minute. Allez-y. Oui, excusez-moi, très rapidement. Donc, j'aimerais juste rajouter, il s'agit d'une offre d'emploi, mais il faut aussi qu'on se rappelle que ces recruteurs ont aussi besoin de nous. Absolument. Donc, autant nous, on a besoin d'un travail, autant eux ont besoin de quelqu'un pour travailler pour eux. Absolument. Donc, montrer sa motivation lors d'un entretien, etc., etc. J'ai parlé tout à l'heure de montrer l'assurance, etc. Mais oui, pendant l'entretien, montrer aussi qu'on est motivé à ce poste, etc. Mais moi, j'ai un petit problème, un petit souci dans le fait d'être un peu comme si on est trop à la demande, comme si on veut absolument, comme si c'est nous qui sommes plus demandeurs que eux. Donc, autant on a besoin de ce poste, autant eux aussi ont besoin de nous. Donc, si dans l'entretien, ils n'arrivent pas à trouver qu'on est bien à ce poste, bon, moi, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que ce n'est pas la bonne façon, mais je me dis que, voilà, peut-être qu'un autre recruteur aura plus besoin de moi que celui-ci. Je ne sais pas. Gracia, il faut forcément que je vous réponde à cette question.
Encore une fois, on est là pour grandir ensemble, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Moi, j'apprends durant ces sessions, mais vous allez apprendre aussi. On apprend les uns des autres. Alors, vous avez dit quelque chose qui est capital, c'est qu'on ne recrute pas pour le plaisir de recruter. D'autant plus que un candidat, bah, il faut casquer, il faut payer. Le recrutement même en lui-même, il coûte cher. Faire la fiche de poste, parfois faire appel à des cabinets, poster sur les plateformes, tout ça, ça coûte énormément cher. Et donc, une entreprise qui décide de recruter une ressource ne recrute pas la ressource pour le plaisir de recruter. On recrute la ressource parce qu'on en a besoin. Et donc, derrière, il y a une demande et il y a une offre. Mais, exactement de la façon dont ça se passe dans le domaine commercial, c'est une situation commerciale. On ne se connaissait pas. Je viens de lire votre CV, qui est votre offre. Je vous convoque pour qu'on puisse en parler. Il se peut que en 1 heure, en 30 minutes, en 2 heures d'interview, je n'ai pas eu le temps de vraiment vous connaître. Il se peut aussi qu'il y ait eu d'autres personnes qui ont fait, comment on l'appelle, une très bonne prestation. Donc, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon candidat ou que… non, 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 non. Cela veut dire tout simplement, en tout cas, il y a quelqu'un qui a fait une meilleure impression que vous. C'est la raison pour laquelle on ne vous a pas classé premier. Et il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, ainsi de suite. Et donc, le fait de faire du follow-up, de faire le suivi, d'envoyer un email, même de renvoyer un message pour demander alors, je veux juste savoir si vous avez pu avancer sur le processus de recrutement et tout, quelle en est la décision et tout ça, ne veut pas dire qu'on est en train de lécher les bottes du recruteur. Cela veut dire qu'on est quelqu'un de minutieux et on fait le suivi de son dossier de candidature. Parce que c'est aussi utile de savoir qu'on n'est pas retenu pour passer à autre chose. Si vous avez organisé votre projet, c'est vraiment important d'avoir les informations. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est en train de se mettre dans une position de lèche-botte. C'est utile de faire le suivi de sa candidature ou de cette demande parce que c'est un projet de recrutement. C'est un projet de vie. Voilà. Et donc, le suivi en fait partie. Donc, j'espère que j'ai répondu un peu. OK, j'ai une question ici. Oui, oui, c'est judicieux. Il y a Simon qui demande, est-ce que c'est judicieux de demander des nouvelles après entretien? Oui, parce que c'est une offre que vous avez envoyée. On vous a convoqué, on a pris votre temps pour vous poser des questions. Vous êtes dans votre plein droit de demander qu'est-ce qu'il en est. Et même le recruteur a pour obligation normalement de vous dire si vous êtes retenu ou pas. Il y a Abouba qui dit, au Sénégal, les recruteurs voient ça comme du harcèlement. C'est toujours une question de personne. Ce n'est pas tout le monde qui va considérer ça comme étant du harcèlement. Hein? Donc, on a vu les 5 points. Si vous le permettez rapidement, je vous parle des formations et des coachings que nous organisons. Le contenu de la formation, très rapidement. Donc, le premier module, c'est comment à chaque fois adapter son CV pour sa recherche d'emploi. Donc, le bon CV pour le bon poste, ça, c'est le premier module. Là-bas, on parle CV, CV, CV. Quelles sont les rubriques qu'il faut mettre? Comment formuler les choses pour que tout de suite, ça tape dans l'œil du recruteur pour qu'au moins vous ayez la chance de vous présenter pour l'entretien d'embauche. Deuxième module, comment vous préparer? Donc, avant l'entretien, qu'est-ce qu'il faut en termes de préparation? Troisième module, c'est 50 questions et réponses durant l'entretien d'embauche. Et donc, chaque question est traitée avec un exemple de réponse. Et module numéro 4, on en a parlé, c'est le suivi après l'entretien d'embauche. Et on a un dernier module bonus sur la prise de parole en public parce que une situation d'entretien d'embauche, c'est aussi une situation de prise de parole en public. Donc, comment vous formulez, comment structurer vos prises de parole de manière efficace pour que quand vous irez à l'entretien d'embauche ou même dans d'autres situations, que ce soit personnelles ou professionnelles, vous puissiez vous exprimer de manière efficace. Donc, c'est un petit bonus. Ça parle de comment préparer un discours en 7 minutes chrono. Comment se structurer très rapidement pour faire un discours qui va être percutant, même si on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Ce n'est pas
une formation complète sur la prise de parole en public. Ça aussi, on le fait, mais c'est un bonus qu'on vous fait sur comment se préparer très rapidement. Donc, voilà ce qui arrive comme formation. Et c'est une formation, je n'ai pas mis le prix ici, mais je vous le dis à l'oral, c'est une formation qui est pricée à 50 000. Donc, ça va être lancé complètement le 10 février. Mais ceux qui vont précommander, ceux qui vont l'acheter avant le jour J, ils vont l'acheter à moitié prix. Voilà. Donc, pour 25 000, ceux qui vont passer commande d'aujourd'hui jusqu'au 7 février, il est à 25 000. Et puis, après le 7 maintenant, quand ça va être lancé, à partir du 10, il va être à... Non, après le 7, il va être à 50 000. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur support@recrutement.sn. Et j'ai reçu quelques CV de la part de personnes qui voudraient aussi qu'on fasse une revue de leur CV. On va en parler. On va faire des revues de CV publiquement, si vous le permettez. On peut commenter les CV, les partager, même faire des sessions de coaching publiques comme ça pour que d'autres personnes puissent s'inspirer. Mais on a des sessions de coaching qui sont des sessions payantes aussi, que vous pouvez demander et participer. Donc, je vous laisse quand même un numéro ou des numéros de téléphone que vous pouvez contacter ou même vous nous répondre juste par mail si vous êtes intéressé par ces propositions. Donc, très rapidement, je vais vous laisser le numéro de Alioune qui vous envoie les emailings assez régulièrement. Donc, je le mets dans le chat, mais je vous le dis aussi à l'oral. Donc, c'est le 76 010 78 deux fois. Voilà. Donc, c'est le contact de Alioune Diallo qui est vraiment la star au niveau de Kelly Group sur la plateforme recrutement.sn, sur nos plateformes de recrutement. Alioune Diallo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter par WhatsApp, par appel. La promo, c'est 50% de moins et c'est jusqu'au 7 février. Et voilà le programme. On va vous repartager les détails aussi par email. Entre-temps, passez un bon week-end et puis que Dieu vous accompagne dans votre processus de recherche d'emploi.